Ma belle-mère a créé un groupe WhatsApp appelé « Vraie Famille » et m'en a exclu. Sauf qu'elle ne savait pas que je pouvais tout voir. Quand j'ai épousé Tyler, j'ai cru qu'avec le temps, sa mère, Patricia, s'améliorerait, qu'elle comprendrait que je n'étais pas une menace, mais simplement une partie de plus dans la vie de son fils. Quelle naïveté de ma part. C'est sa cousine, Madison, qui m'a involontairement trahi. Nous organisions la baby shower de sa sœur et, lorsqu'elle a pris son téléphone pour confirmer un détail, j'ai vu le nom du groupe en haut de l'écran. La Vraie Famille. J'ai plaisanté, ce groupe est nouveau. Je n'y suis pas, Madison est restée figée. Elle a balbutié quelque chose, a dit que c'était un groupe de tantes qui n'était même pas très utilisé, mais son regard l'a trahi. Plus tard, alors que je l'aidais à ranger des affaires dans sa voiture, elle a laissé son téléphone déverrouillé sur le siège. Le groupe était toujours ouvert et ce que j'ai vu m'a retourné l'estomac. Des messages et encore des messages de Patricia. La plupart critiquant tout ce que je faisais, les vêtements que je portais, ma façon de parler à Tyler, et même ma façon de respirer. Mais ce n'était pas le pire. Il y avait des captures d'écran de mes conversations privées et des messages audio que Tyler lui-même lui avait envoyés en se plaignant de moi. Ce qui m'a anéanti, c'est de voir la date de l'un de ces audios, 2 jours après notre dispute sur les comptes de la maison. Je pensais que nous avions tout réglé, qu'il m'avait comprise, mais non. Il avait couru chez sa mère pour lui dire que j'étais égoïste et une garce. Patricia avait répondu par quelque chose que je n'oublierai jamais, c'est ce qui arrive quand on se marie avec des gens de l'extérieur. Elle ne sera jamais des nôtres. Mais peu importe. Nous organisons déjà tout. Organiser quoi? Cette phrase m'a glacé le sang. Les jours suivants, j'ai fait semblant que tout était normal. J'avais besoin de comprendre jusqu'où allait ce plan. Je n'ai rien dit à Tyler. Je n'ai pas confronté Madison. J'ai juste fait quelque chose que personne n'attendait. J'ai installé une application d'espionnage sur un vieux téléphone que Tyler gardait dans son bureau. J'y ai mis une nouvelle puce, j'ai scanné le code QR du WhatsApp de Madison et, avec une petite astuce, je suis officiellement entré dans la « vraie famille ». Les messages ne cessaient d'affluer. Chaque notification était une blessure. Patricia se comportait comme la gourou d'une secte familiale. Elle dictait les règles, propageait des rumeurs, manipulait tout le monde. Et le pire, c'est que beaucoup la suivaient. La tante Suzanne disait, « Cette fille ne m'a jamais semblé être une bonne épouse. » Et la cousine Amanda ajoutait, « On a toujours vu qu'elle cherchait quelque chose de plus. » Mais la conversation qui m'a vraiment pétrifié est arrivée un mercredi soir. Patricia a envoyé une capture d'écran d'un virement bancaire de $5000 depuis le compte de Tyler. Première partie livrée. Comme ça, elle ne se doutera pas qu'elle se retrouve sans rien, petit à petit. Ma vision s'est brouillée. Se retrouve sans rien. Était-ce cela qu'ils organisaient? Pire encore, c'était Tyler qui payait. Le lendemain, je l'ai mis à l'épreuve. Je me suis réveillé avant lui, j'ai préparé le café comme il l'aime et je lui ai dit, « J'ai rêvé que tu partais. » Je me suis réveillé en sursaut. Il a ri et a répondu, « Partir? Jamais. Tu es coincé avec moi pour toujours. » Mais plus rien ne sonnait naturel. Pendant que nous parlions, Patricia écrivait dans le groupe presque en temps réel, « Attention, tout le monde. Elle va essayer de le manipuler émotionnellement. Ne vous laissez pas avoir par son théâtre de l'épouse parfaite. Je connais ce genre de femme. Je l'ai appris de ma propre belle-mère. Ce n'était plus un simple groupe toxique, c'était une conspiration, et tout le monde y participait, même Matthew, le frère de Tyler, qui avait toujours été si gentil avec moi. « Prévenez-moi du jour exact », a-t-il écrit. Je veux être là quand elle l'apprendra. Ça va être un sacré spectacle. Il préparait quelque chose de grand, et même si je ne savais pas encore quoi, j'étais déjà décidé. S'ils voulaient me chasser de la famille, ils allaient devoir faire bien plus que ça. J'ai commencé à enquêter. J'ai fouillé la poubelle numérique, les mouvements bancaires, les emails, et c'est là que je l'ai trouvé. Un billet d'avion au nom de Tyler pour Denver, Colorado, aller-retour pour la fin du mois. Il n'avait jamais mentionné ce voyage, pas un seul mot. Cette nuit-là, pendant qu'il dormait, j'ai pris son téléphone, j'ai restauré les sauvegardes de WhatsApp, et elle était là. Une conversation avec une femme nommée Rachel. Elle vivait à Denver, et d'après les messages, j'ai compris qu'elle faisait partie de son passé. Quand tout ça sera terminé, je serai avec toi.
Encore quelques semaines. On fait ça bien, sans scandale. Elle n'aura aucune raison de m'attaquer en justice. On dirait que c'était sa décision. Mon cœur s'est brisé. Tyler préparait un divorce silencieux, un plan pour que je parte de ma propre volonté, le laissant dans le rôle de la victime parfaite. Il avait utilisé sa mère, toute sa famille et même un réseau de manipulation émotionnelle pour me pousser dehors alors qu'il préparait déjà sa vie avec une autre femme. Mais il n'avait pas prévu que j'avais des preuves, des captures d'écran, des audios, des messages, un accès total à leur groupe. Et pour la première fois, je ne voulais plus me défendre. Je voulais qu'ils paient. Tous. Cette nuit-là, enfermé dans la salle de bain, le cœur battant si fort que je pouvais l'entendre, j'ai compris quelque chose. Je n'étais plus faible. Plus jamais. J'ai passé les 2 jours suivants à tout organiser. J'ai sauvegardé les captures d'écran du groupe, récupéré des conversations effacées, téléchargé les audios les plus compromettants et les ai classés dans des dossiers. Chaque fichier était une balle. Certaines conversations montraient clairement leur intention de me manipuler, de m'isoler, de me rendre folle. Ils voulaient que je m'effondre pour pouvoir ensuite dire que j'avais moi-même choisi de partir. Mais non, cette fois, je n'allais pas partir. Cette fois, j'allais rester pour les voir tomber. Hélène s'est réveillée avant l'aube. La chambre était encore plongée dans l'ombre et le seul bruit était la respiration tranquille de Tyler à côté d'elle. Elle est restée immobile, observant l'homme qui dormait comme si de rien n'était, comme si le réseau de mensonges tissés autour d'elle n'existait pas. Un instant, elle a senti un pincement au cœur, un besoin presque enfantin de pleurer, mais elle l'a contenu. Il n'y avait plus de place pour les larmes, ce qui allait suivre exigeait du sang-froid. Elle s'est levée doucement, est allée dans la salle de bain et a regardé son reflet dans le miroir. Elle se reconnaissait à peine. Les yeux cernés, le visage pâle, mais dans son regard, il y avait quelque chose de nouveau. De la fermeté. Pour la première fois depuis longtemps, elle était complètement éveillée. Elle a allumé son ordinateur portable et a ouvert le dossier secret qu'elle avait créé quelques jours plus tôt, intitulé « Dossier ». Toutes les preuves y étaient, capture d'écran du groupe, audio, virement bancaire, messages, tout. Classé par date, chaque mensonge était répertorié avec une précision chirurgicale. Elle est restée à observer l'écran quelques secondes, le cœur battant à tout rompre. Le dossier était complet. Le jeu avait changé. Au petit déjeuner, Tyler s'est comporté comme d'habitude, aimable, charmant, faux. Il l'a embrassée sur le front et lui a demandé si elle avait bien dormi. Elle a répondu avec un sourire serein. Feindre était devenu une compétence. Pendant qu'il parlait, elle analysait chaque geste, la façon dont il détournait le regard quand son téléphone vibrait, comment il cachait l'écran avec son pouce. Chaque mouvement était un aveu silencieux. Ce jour-là, elle s'est consacrée à l'observer avec une précision quasi scientifique. Quand il est parti au travail, Hélène l'a suivi du regard jusqu'à ce que la voiture disparaisse au coin de la rue. Puis elle a pris une profonde inspiration et a commencé la phase suivante de son plan. Elle a vérifié les sauvegardes, en a fait une copie sur le cloud et a rédigé un email avec tous les documents en pièces jointes, l'envoyant à une adresse sécurisée qu'elle seule connaissait. Pour la première fois depuis des semaines, elle a ressenti un calme étrange, comme si chaque clic du clavier lui rendait une partie d'elle-même. Dans l'après-midi, Patricia lui a écrit « Ma chérie, dimanche, nous organisons un dîner de famille. Tout le monde est invité. Ce sera bien de nous réconcilier. » Hélène a lu le message 3 fois avant de répondre « Bien sûr, je serai là. » Elle savait que cette invitation n'était pas innocente. Patricia préparait le terrain pour quelque chose, et elle allait la laisser croire qu'elle avait le contrôle. Quand Tyler est rentré ce soir-là, Hélène l'attendait avec un verre de vin. Elle l'a regardé avec tendresse, l'a écouté parler de sa journée, a ri à ses blagues. Il a semblé soulagé, convaincu que tout revenait à la normale. « Je suis content de te voir comme ça », a-t-il dit. « Tu es ma paix. » Elle a soutenu son regard pendant quelques secondes et a répondu doucement, « Ta paix dépend toujours de ce que tu caches, n'est-ce pas ?» Tyler n'a pas compris, ou a fait semblant de ne pas comprendre. Quand il est allé se coucher, elle est restée dans le salon, la lumière de son téléphone éclairant son visage. Elle est entrée dans le groupe « Vraie famille » et a lu les messages les plus récents. Patricia donnant des instructions, Suzanne demandant des nouvelles de la scène finale, Matthew plaisantant sur le grand spectacle. Elle n'a pas ressenti de colère, seulement une sérénité glaciale. Elle a écrit une phrase dans son carnet, « Ne combat pas le monstre.
fait en sorte qu'ils se regardent dans le miroir. Elle a fermé l'ordinateur et a éteint la lumière. Le lendemain commencerait sa propre représentation, une où chaque sourire serait une arme et chaque silence un piège. Cette fois, elle n'avait pas l'intention de perdre. Le dimanche est arrivé avec un air lourd, comme si le monde entier devinait ce qui allait se passer. Hélène s'est levée tôt, a préparé le petit déjeuner comme si c'était un jour ordinaire et s'est habillée avec un calme inquiétant. Elle a choisi une robe simple, d'un ton neutre, et une coiffure qui laissait son visage entièrement visible. Elle voulait que tout le monde la regarde. Elle voulait qu'il voie la femme qu'il croyait manipuler. Tyler l'observait en silence pendant qu'il ajustait sa cravate devant le miroir. « Tu es magnifique », a-t-il dit. Hélène a souri, mais son sourire n'a pas atteint ses yeux. « Je sais », a-t-elle simplement répondu. Il n'y eut pas d'autres mots entre eux pendant le trajet. La voiture avançait sur la route, et elle pouvait sentir le bourdonnement des messages qui arrivaient sur le téléphone de Tyler. Même s'il essayait de le dissimuler, chaque vibration était une confirmation. Patricia avait tout calculé. La maison de sa belle-mère était impeccable, comme toujours. Les lumières allumées, la table dressée avec de la vaisselle brillante et des fleurs artificielles. Hélène a remarqué que tout sentait trop le contrôle. Patricia l'a accueillie avec une fausse étreinte et une voix mielleuse. « Ma chérie, quelle joie de te voir. J'espère qu'aujourd'hui, nous pourrons repartir à zéro. » Hélène a fait semblant de la croire. « Bien sûr, Patricia. Rien ne me ferait plus plaisir. » Au fond d'elle, son esprit enregistrait chaque geste, chaque mot, chaque regard. Pendant le dîner, l'ambiance ressemblait à une pièce de théâtre. Les cousins riaient de manière exagérée. Les oncles feignaient de s'intéresser à des histoires sans importance. Hélène parlait à peine, elle observait. Elle savait que quelque chose d'autre se préparait. Alors Patricia a levé son verre. « Trinquons à la famille », a-t-elle dit avec ce ton solennel de celle qui se croit matriarche. À la vraie famille. Un silence de mort est tombé sur la table. Tyler a dégluti. Hélène a lentement tourné la tête vers sa belle-mère et, sans changer d'expression, a répondu « Oui, à la vraie famille ». La phrase a résonné comme un écho inconfortable. Patricia a souri, essayant de garder le contrôle, mais ses yeux se sont durcis. Hélène a glissé sa main sous la table et a discrètement appuyé sur le bouton d'enregistrement de son téléphone. Son plan avançait. Elle a laissé Patricia parler, se vanter, se sentir en sécurité, jusqu'à ce que la femme, sans s'en rendre compte, franchisse une ligne. « Tyler, mon chéri », dit-elle en lui touchant la main. « Ta femme devrait apprendre à être plus reconnaissante. Tous les hommes ne supporteraient pas autant. » Hélène a levé les yeux. « Supporter autant quoi ?» demanda-t-elle calmement. « Eh bien, » a haussé les épaules Patricia. « Tu sais, tes caprices, tes drames. La famille a beaucoup fait pour toi. » Le mot « famille » a sonné comme du poison. Hélène a pris une profonde inspiration. « Vous avez raison, Patricia. La famille a fait énormément. » Elle a sorti son téléphone et l'a posé sur la table. Tellement, en fait, qu'ils ont même un groupe entier qui m'est dédié. Comment s'appelait-il déjà? Ah, oui. La vraie famille. La table s'est figée. Le son aigu d'une fourchette tombant a brisé le silence. Patricia a perdu ses couleurs. Tyler a baissé les yeux, pétrifié. Personne n'a dit un mot. Hélène a continué, « Je pensais que les familles se construisaient avec de l'amour, pas avec des messages de haine et des virements bancaires. » L'air est devenu irrespirable. Patricia a essayé de parler, mais sa voix tremblait. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. »« Aussi, je le sais », a répondu Hélène sans altérer son ton. « Et vous tous aussi. » Elle a pris son sac, s'est levée et les a regardés tous un par un. « Trinquez sans moi, je suis déjà comblée. Et croyez-moi, ce qui viendra après ce dîner, vous ne pourrez pas l'effacer avec un simple message. » Elle est sortie de la maison sans se retourner. En marchant vers sa voiture, son téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. « J'ai toute la sauvegarde. La vidéo sera mise en ligne ce soir. » Hélène a souri pour la première fois depuis des semaines. La nuit sentait la pluie et l'électricité quand Hélène est rentrée chez elle. Elle a fermé la porte doucement, a posé son sac sur la console et a appuyé son front contre le bois une seconde, comme pour en extraire la dernière goutte de peur. Le téléphone a de nouveau vibré. Publication programmée pour 22 heures.
Copie sur 3 clauses. Si l'une est effacée, les autres restent. Elle a regardé l'horloge. Il restait 42 minutes. Dans ce laps de temps pouvait tenir toute une vie, ou la chute d'une dynastie mesquine et cruelle. Elle a allumé une lampe et s'est assise sur le canapé sans enlever ses chaussures. La maison était silencieuse, de ce silence qui précède l'orage. Elle a entendu le moteur d'une voiture s'approcher, puis une portière claquer. Tyler est entré rapidement, le nœud de sa cravate desserré et le visage rouge. « Que as-tu fait » a-t-il lâché, sans bonjour, sans masque. Hélène l'a regardé, lasse. « J'ai tendu un miroir. » Il a fait 2 pas, voulant paraître calme, mais ses doigts tremblaient. « Ma mère est en larmes, Hélène. »« Ça ne se fait pas, la famille, » a-t-elle dit, d'une voix basse et claire. « La famille t'a appris à mentir. Et moi, j'ai appris à ne plus y croire. » Tyler a pris une profonde inspiration, cherchant son téléphone dans sa poche. « Tu vas écrire des excuses tout de suite. Tu vas dire que tu es sous pression, que tu as mal interprété les choses. »« Non, » a-t-elle dit. « À 22 heures, tout sera publié. » Il y eut une seconde de silence pur. Puis la fureur. « Tout quoi ? Tu n'as rien. » Hélène a levé son téléphone. L'écran montrait des miniatures d'audio, des dates, des montants, le nom de Rachel, la capture d'écran des $5000. La couleur a quitté son visage. « C'est privé. »« Moi aussi, je l'étais, » a-t-elle répondu. Il s'est mis à parler vite, de cette vitesse de celui qui craint de couler, c'était des blagues, le virement était pour une démarche administrative, Patricia exagérait, Rachel était malade, que... Arrête, a dit Hélène. Je connais chacun de tes alibis. Tu les as répétés avec eux, pas avec moi. Tyler l'a regardé comme s'il ne la reconnaissait pas. Puis son ton a changé, ce mélange de supplication et de menace. Réfléchis. Si tu publies ça, nous perdons tous les deux. Mon nom sera sali, le tien, celui de tout le monde. Ils diront que tu es folle. Il a dégluti. Ils l'ont déjà dit, et ça n'a rien changé. Maintenant, ils parleront d'autre chose. De preuves. L'horloge avançait. 21h35, il s'est dirigé vers le routeur et l'a débranché. Sans internet, pas de vidéo. Hélène a esquissé un sourire sans joie. Je ne suis pas si naïve. Le téléphone a de nouveau vibré. Plan B activé. Programmation répliquée. Bon travail. Tyler a serré les poings. Qui t'aide? Elle a rangé son portable. Quelqu'un qui connaît le goût du gaslighting et qui a décidé de ne plus jamais y goûter. On a frappé à la porte. 3 coups fermes. Hélène a pensé à Patricia, à Matthew, à la tante Suzanne, formant un cœur de reproche. Elle a ouvert. C'était Matthew, seul, avec une veste trempée et une expression qu'elle ne lui avait jamais vue. « Il faut que je vous parle à tous les deux. » Tyler a soufflé. « Traître. » Matthew l'a ignoré et a regardé Hélène. « J'ai enregistré plus que ce que je t'ai envoyé. Aujourd'hui, dans la cuisine, avant le dîner. Patricia a admis qu'elle voulait que tu craques pour forcer l'accord. Elle a dit que Rachel était la pièce de rechange. Il a posé le téléphone sur la table et a lancé l'audio. La voix de Patricia a rempli la pièce, nette, indiscutable. Tyler a fermé les yeux une seconde, comme si cela pouvait tout annuler. Il était 21h49 quand le groupe « Vraie Famille » a explosé de notifications. Patricia, furieuse, personne ne répond à rien. Silence jusqu'à ce que je le dise. Suzanne, c'est de la folie. Pat va ruiner Tyler. Amanda, et si on demandait pardon? Patricia, la faiblesse a une odeur. Taisez-vous. Hélène observait tout en temps réel. La chorégraphie de la panique. Tu peux encore arrêter ça, a murmuré Tyler, presque une supplication. Dis-moi combien tu veux. Je vais arranger ça. Tu gardes la maison, la voiture. Mais ne publie pas ça. Elle a pensé à tout ce qu'elle avait donné sans retour, le temps, la confiance, les petites renonciations qui ne laissent pas de traces. Je veux autre chose, a-t-elle dit. Je veux que ce soit fini. 21h57 dehors, il a commencé à pleuvoir. Matthew s'est assis sur le bord du canapé, comme quelqu'un qui assiste à un accouchement ou à un incendie. Quand ça sortira,
ils vont t'appeler, a-t-il dit à Hélène. Les médias, les avocats, des amis que tu n'as pas vus depuis des années. Décide maintenant de ce que tu vas dire. Elle a pris une profonde inspiration. Je dirai la vérité. Et quand on me demandera pourquoi je n'ai pas parlé avant, je dirai que j'apprenais à me croire. Tyler s'est approché de la fenêtre, défait et furieux. Ça ne te rendra pas heureuse. Je ne cherche pas le bonheur, a-t-elle répondu. Je cherche la réalité. Le téléphone a vibré à 22 heures précises. Une simple notification, publiée. Une autre, miroir 1, OK. Miroir 2, OK. Puis le murmure croissant d'un SM numérique, lien, partage, commentaire, question. Dans le groupe de la famille, Patricia a quitté la conversation, puis l'a fermée, puis est revenue. Ce va-et-vient de quelqu'un qui essaie d'éteindre un incendie avec ses mains. Il est allé dans la cuisine, a servi 3 verres d'eau et est revenu au salon. Le premier appel est arrivé à ce moment-là, un numéro inconnu, puis un autre, et un autre. Tyler s'est laissé tomber sur une chaise. Tu vas détruire ma mère. Ta mère s'en est chargée toute seule, a dit Matthew, se surprenant lui-même par sa fermeté. Tyler l'a foudroyé du regard. Tu as toujours été jaloux. J'ai toujours été témoin, a-t-il corrigé. La pluie frappait plus fort les vitres. Hélène s'est assise, a bu une gorgée et, pour la première fois depuis des mois, a senti que la maison avait un autre poids. Ce n'était pas du soulagement, c'était l'absence du mensonge qui occupait l'air. Le téléphone a de nouveau sonné. C'était Elena, l'avocate de l'aide juridique à qui elle avait répondu par email une semaine plus tôt. Elle a décroché. A écouté en silence. A hoché la tête. Demain à 9 heures, a-t-elle dit en raccrochant. Tyler a relevé la tête. Des avocats, vraiment? Elle a soutenu son regard. Vraiment. À 22h14, le message qu'elle n'attendait pas est arrivé. Rachel a vu la vidéo. Elle veut te parler. Hélène a posé le portable sur la table. Elle n'a ressenti ni triomphe ni vengeance, seulement une clarté étrange, comme si elle avait enfin trouvé la bonne lumière pour lire le même paragraphe. Ça ne fait que commencer, a-t-elle dit, plus pour elle-même que pour les hommes en face d'elle. Tyler s'est passé une main sur le visage. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Elle a regardé l'horloge, puis la porte, puis la pluie. Dormir. Elle s'est levée, a éteint la lampe et, depuis la pénombre, a ajouté, demain, tout le reste. Tyler est parti à l'aube. Hélène l'a regardé depuis la fenêtre, le parapluie tordu sous la pluie, la silhouette recroquevillée de celui qui n'appartient plus à aucun endroit. Quand la voiture a disparu, elle a pris une profonde inspiration. La maison, pour la première fois, semblait avoir de l'espace. Pas du silence, mais de l'espace. Le vide exact que laisse un mensonge lorsqu'il s'effondre. Elle a allumé son ordinateur portable. La vidéo avait déjà plus de 100 000 vues. Des commentaires d'inconnus la remerciant pour son courage, d'autres demandant des détails, certains l'insultant. Peu importait. Le message était vivant et hors de son contrôle, ce qui était exactement ce qu'elle voulait. En milieu de matinée, un email de son avocate est arrivé. L'audience préliminaire aura lieu dans 3 jours. Gardez votre calme et ne répondez pas aux provocations. Hélène a souri. Elle a gardé son calme, mais pas le silence. Elle a appelé Rachel. La femme a répondu d'une voix fragile, honteuse. Je ne savais pas qu'il était encore avec toi. Il m'avait dit que vous étiez déjà séparés. Hélène a écouté sans colère. Maintenant tu le sais. Il y eut une pause. Puis Rachel a murmuré, je te crois. Et cette phrase, plus qu'une excuse, fut une absolution. Dans l'après-midi, Matthew lui a de nouveau écrit. Patricia a disparu des réseaux sociaux. Tyler essaie de la contacter. On dit qu'elle s'est réfugiée chez une amie. Hélène n'a pas répondu. Elle est allée sur le balcon et a laissé la pluie lui mouiller le visage. Elle a pensé au mois perdu, à la version d'elle-même qui cherchait l'approbation dans chaque geste. Cette femme n'existait plus. Cette nuit-là, en éteignant les lumières, elle a compris que la guerre était terminée. Non pas parce qu'elle avait gagné, mais parce qu'elle n'avait plus besoin de se battre. Elle a fermé l'ordinateur, a rangé le dossier dans un classeur et l'a renommé d'un seul mot, clôture. Puis elle s'est regardée dans le miroir et, pour la première fois depuis des années, elle s'est crue. Le soleil s'est levé, pâle,
filtrant à travers les rideaux de la nouvelle chambre qu'elle avait louée en centre-ville. Elle était petite, avec des murs crème et une table qui tenait à peine devant la fenêtre, mais elle était à elle. Il n'y avait pas d'ombres étrangères, ni de voix jugeant depuis la cuisine, ni de téléphone vibrant de mensonges. Elle a préparé du café et a allumé son ordinateur. Les gros titres parlaient encore d'elle, l'épouse qui a démasqué sa propre belle famille, l'affaire vraie famille devient virale. Elle a fermé les onglets. Elle ne voulait pas être une nouvelle, elle voulait juste exister sans peur. Elle a reçu un message inattendu de Matthew. Elle veut te voir. Elle dit qu'elle a besoin de parler. Elle a tout de suite su qu'il parlait de Patricia. Elle a hésité quelques minutes, puis a répondu 1 heure. Au café du parc. Pas par vengeance, mais pour clore le chapitre. Quand elle est arrivée, Patricia était déjà là, plus mince, sans maquillage, les yeux rouges et un tremblement dans les mains qui trahissaient plus d'orgueil blessé que de remords. Tu as ruiné ma famille, a-t-elle dit à peine l'avoir vue. Hélène s'est assise en face d'elle, tranquille. Non. Je n'ai fait que montrer ce qui était déjà brisé. Il y eut un long silence. Patricia a baissé les yeux, a remué son café sans le goûter. Ce n'était pas de la haine, tu sais. C'était de la peur. La peur de perdre mon fils. Hélène l'a observé sans colère. Et par peur, tu l'as perdu quand même. Patricia a versé une larme muette, presque honteuse. Je n'aurais jamais pensé que tu irais si loin. Moi non plus, a répondu Hélène. Mais quand on touche le fond, on ne peut que remonter. Patricia a hoché la tête sans un mot. Hélène s'est levée, a laissé quelques billets sur la table et a dit avant de partir, je ne te déteste pas, Patricia. Simplement, je n'ai plus besoin de toi. Dehors, l'air sentait la terre mouillée et la liberté. Elle a marché sans but, sentant que chaque pas était une nouvelle page. Elle ne savait pas ce qui viendrait après, mais pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas peur de le découvrir. Le même après-midi, Hélène est allée voir son avocate, Elena. Le bureau était petit, rempli de dossiers et sentait le vieux papier. Sur le mur, une affiche disait « La vérité ne crie pas toujours, parfois elle attend simplement ». Hélène l'a lu plusieurs fois avant de s'asseoir. Elena l'a observé attentivement, remarquant la fatigue derrière son calme. « Tout est en bonne voie », a-t-elle dit. La plainte pour diffamation et manipulation psychologique a été acceptée. Mais maintenant, tu dois décider si tu veux continuer avec la partie pénale ou en rester au civil. Hélène a pris une profonde inspiration. Elle s'est souvenue des nuits blanches, des audios, de la peur qui la faisait trembler chaque fois qu'elle entendait la sonnerie du téléphone. Je veux que ça reste dans les registres. Pas par vengeance, par mémoire. Elena a hoché la tête. Alors nous irons jusqu'au bout. Sur le chemin du retour, le vent soufflait fort. Les affiches des journaux dans la rue montraient des titres sur de nouveaux scandales familiaux. Son cas avait ouvert une conversation plus large. Des gens écrivaient sur des forums, partageant des histoires similaires. Hélène a commencé à recevoir des messages de femmes qui disaient « Merci d'avoir parlé. Je pensais être la seule. » Chaque mot la touchait plus que n'importe quelle excuse. Un soir, en vérifiant ses emails, elle en a trouvé un de Tyler. L'objet disait « S'il te plaît, lis-le. » Elle a hésité avant de l'ouvrir. À l'intérieur, un texte bref. « Je ne cherche pas le pardon. Je voulais juste te dire que tout ce que tu as dit était vrai. Je me suis laissé manipuler. Je n'ai plus personne. J'espère que toi, si. » Hélène n'a pas répondu. Elle l'a lu 2 fois, puis l'a supprimé. Non par haine, mais parce qu'elle n'avait plus besoin de porter sa culpabilité. Elle s'est servi un verre de vin et est sortie sur le balcon. La ville brillait au loin, étrangère et vivante. Elle a pensé à Patricia, à Matthew, à Rachel, à tout ce qui s'était effondré pour qu'elle puisse se reconstruire. Elle a à peine souri, un geste petit mais honnête. Peut-être n'y avait-il pas de justice parfaite, mais il y avait la paix. Et ça, après tout, c'était suffisant. Les semaines suivantes se sont écoulées dans un calme étrange, comme si la vie d'Hélène se réorganisait après un tremblement de terre. Chaque matin suivait la même routine, café fort, musique douce et une promenade dans le parc avant de commencer à travailler. Elle avait commencé à écrire pour un portail numérique sur la santé émotionnelle et les relations toxiques, sous un pseudonyme. Ses articles parlaient de limites,
de manipulation, d'estime de soi et de l'art de se reconstruire quand on a tout perdu. Ce que le public ne savait pas, c'est que chaque mot naissait de ses propres cicatrices. L'impact de l'affaire, Vraie Famille, était toujours vivace sur les réseaux. Certains la qualifiaient d'héroïne, d'autres d'exagérée. Mais elle ne répondait plus. Elle avait appris que tout le monde ne comprendrait pas son histoire et qu'elle n'avait pas besoin de l'expliquer. Les jours tranquilles, elle vérifiait sa boîte aux lettres. Des lettres arrivaient de femmes qui avaient, elles aussi, été annulées, ignorées ou réduites au silence au sein de leur propre famille. Parfois, elle les lisait en pleurant. D'autres fois, elle les rangeait simplement dans une boîte en bois qu'elle avait commencé à appeler « la boîte des voix ». C'était son rappel que la douleur partagée peut aussi guérir. Un après-midi, alors qu'elle éditait un article, elle a reçu un appel inattendu. C'était Matthew. Sa voix semblait différente, plus posée. « Je voulais te prévenir que maman est malade. Rien de grave pour l'instant, mais les médecins disent qu'elle a besoin de repos. Elle demande à te voir. » Hélène a fermé les yeux. Il n'y avait pas de haine, seulement une fatigue ancienne. « Je ne sais pas si ce serait bon pour elle, ou pour moi. » Matthew a insisté. « Je crois que vous avez toutes les deux besoin de clore ce chapitre. » Vraiment. Quelques jours plus tard, elle est allée à l'hôpital. Patricia était plus fragile, les cheveux gris en désordre et les mains tremblantes. Quand Hélène est entrée, la femme l'a regardée longuement en silence. « Je ne suis pas venue par vengeance, » a dit Hélène. « Je suis venue parce que, malgré tout, j'ai fait partie de votre famille. » Patricia a baissé les yeux. « J'ai été cruelle, » a-t-elle murmuré. « Je pensais que protéger mon fils suffisait à tout justifier, mais je n'ai fait que le détruire, lui et toi. » Hélène n'a pas répondu. Elle s'est approchée, a pris sa main pendant quelques secondes. Il n'y eut ni larmes ni pardon théâtraux, juste ce petit geste qui suffit parfois à mettre fin à une guerre. « Prenez soin de vous », a-t-elle dit avant de sortir. Dans le couloir, elle a pris une profonde inspiration. Ce n'était pas une réconciliation, c'était une libération. Cette nuit-là, elle est rentrée chez elle et a écrit sans s'arrêter. Pas sur Patricia ni sur Tyler, mais sur la liberté de ne pas avoir besoin du pardon de qui que ce soit pour avancer. Elle a terminé son texte par une phrase qui semblait écrite pour elle-même, « Pardonner, ce n'est pas toujours ouvrir la porte. Parfois, c'est la fermer calmement et continuer son chemin. » Le lendemain, l'article est devenu viral. Des milliers de commentaires ont rempli la section des messages, des gens racontant leurs propres histoires, remerciant, partageant. Hélène est restée à observer l'écran avec un mélange de surprise et de tendresse. Elle n'avait jamais cherché la célébrité, mais elle avait trouvé quelque chose de plus précieux, la connexion. Elle a regardé par la fenêtre. Le soleil se couchait sur les toits, doré et doux. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas peur de l'avenir. Elle a fermé son ordinateur, s'est servi un thé et a écrit sur une feuille volante, « Toutes les fins ne sont pas heureuses. Certaines sont simplement vraies. » Elle l'a plié et l'a rangé dans la boîte des voix, parmi les lettres d'autres femmes. Puis elle a éteint la lumière, a souri et a murmuré pour elle-même, « C'est moi, maintenant. » Et ça, enfin, ça suffit. Les mois suivants furent un mélange de paix et d'apprentissage. Hélène avait laissé derrière elle les gros titres, les interviews et les commentaires qui la poursuivaient autrefois. Elle avait repris des études de psychologie à distance, convaincue que son expérience pouvait servir à aider les autres. Elle ne se voyait plus comme une victime, mais comme une survivante qui avait compris le pouvoir du silence et, plus important encore, la valeur de le briser le moment venu. Elle vivait seule dans un petit appartement avec vue sur le fleuve. Les matins étaient son moment préféré. Elle ouvrait les fenêtres, respirait l'air humide et écrivait pendant que le soleil illuminait son bureau. Parfois, elle recevait des appels de Matthew, qui lui racontait comment Patricia passait ses journées entre thérapie et remords. Il n'y avait pas de haine dans sa voix, seulement de la lassitude. « Elle demande de tes nouvelles de temps en temps », disait-il. Elle dit qu'elle te voit en rêve, souriante. Hélène répondait généralement, « J'espère qu'elle trouvera la paix. » C'était la chose la plus sincère qu'elle pouvait offrir. Un jour, en consultant ses emails, elle a reçu un message inattendu de Rachel. L'objet disait « Merci ». Le corps de l'email était bref, « J'ai vu toutes tes interviews. Ce que tu as fait m'a donné le courage de sortir d'une situation similaire. Tu ne me dois pas de réponse, mais je devais te remercier. » Hélène est restée à regarder l'écran.
Elle a pensé à Rachel comme à un reflet d'elle-même. Une femme prise dans la manipulation d'un homme qui se croyait intouchable. Elle a souri doucement. Elle n'a pas répondu, mais cette nuit-là, elle a écrit une lettre à elle-même. La vraie justice n'arrive pas toujours dans les tribunaux. Parfois, elle prend la forme d'une autre femme qui décide de ne plus se taire. L'hiver est arrivé avec une nouvelle sérénité. L'affaire a été officiellement classée. Patricia a été sanctionnée pour diffamation. Tyler a dû céder une partie des biens communs et signer une ordonnance de restriction. Matthew est resté en contact, mais Hélène savait qu'elle devait garder ses distances. Elle ne voulait plus se mêler à des liens qui lui rappelaient le passé. Un après-midi, alors qu'elle se promenait dans le parc, un journaliste l'a reconnue. « Vous êtes Hélène, n'est-ce pas ? De l'affaire Vraie Famille. » Elle a hésité, puis a répondu « Je l'étais. » L'homme lui a demandé une photo, mais Hélène a refusé avec un sourire aimable. « Cette histoire ne m'appartient plus », a-t-elle dit avant de continuer son chemin. Cette nuit-là, à son bureau, elle a ouvert un nouveau document. Il n'avait pas encore de titre, juste une idée, écrire un livre. Non pas sur sa douleur, mais sur ce qui est venu après. Les gens veulent toujours savoir comment l'histoire se termine, pensa-t-elle, mais ils ne demandent presque jamais comment elle continue. Elle a commencé par une phrase simple, « Je n'ai pas survécu pour le raconter. J'ai survécu pour le comprendre. » Dehors, la lune se reflétait sur l'eau. Au fond, Hélène savait qu'il y aurait encore des jours difficiles, des souvenirs qui feraient mal, des silences qui la feraient douter. Mais elle savait aussi qu'elle ne serait plus emportée par eux. Elle avait appris à nager dans sa propre mer. Elle a fermé l'ordinateur et a regardé son reflet dans la fenêtre. Elle ne voyait plus de peur, ni de rancœur, ni de culpabilité. Seulement une femme entière, consciente de ce qu'elle avait perdu et reconnaissante pour ce qu'elle avait trouvé. Elle a éteint la lumière, a pris une profonde inspiration et, avant d'aller dormir, a murmuré « Merci d'être restée avec moi, Hélène. » Pour la première fois, elle s'est parlé avec amour. Et ça, a-t-elle compris, c'était la plus grande de toutes les victoires. Le printemps a apporté avec lui une nouvelle version d'Hélène, plus légère, plus silencieuse. Elle avait passé tant de temps à survivre que maintenant, apprendre à vivre lui semblait étrange, presque inconfortable. Chaque aube était une petite découverte. L'odeur du café fraîchement moulu, le murmure du fleuve, le rire des enfants dans le parc en face de sa fenêtre. Pour la première fois, la vie ne faisait pas mal. Elle avait terminé le premier brouillon de son livre, L'écho du silence. Un mélange de mémoire et de réflexion, ce n'était pas un témoignage de douleur, mais un guide pour ceux qui avaient été manipulés émotionnellement et cherchaient encore leur voie. Son éditrice, une femme plus âgée nommée Sophia, lui a écrit un message après l'avoir lu, « Ce n'est pas seulement une histoire, c'est une blessure transformée en carte. » Hélène a souri. Cette phrase lui est restée gravée. Un jour, Matthew l'a de nouveau appelée. Sa voix semblait différente, plus sereine. « Maman veut te voir une dernière fois », a-t-il dit. Les médecins ne donnent pas beaucoup d'espoir. Hélène est restée silencieuse. Elle ne ressentait pas de haine, mais pas non plus d'obligation. « J'y réfléchirai », a-t-elle répondu. Cette nuit-là, elle a à peine dormi. L'idée de revoir Patricia la remplissait de souvenirs contradictoires. Elle ne voulait pas de vengeance, mais elle voulait une clôture définitive. 2 jours plus tard, elle est allée à l'hôpital. La chambre était dans la pénombre, avec une odeur de désinfectant et de fleurs fanées. Patricia gisait sur le lit, fragile, les yeux mi-clos. Quand elle l'a vue, une larme a roulé sur sa joue. « Je savais que tu viendrais », a-t-elle murmuré. Hélène s'est assise à côté d'elle, n'a rien dit pendant un long moment. Puis, d'une voix basse, Patricia a ajouté, « J'ai toujours voulu une fille, et quand je l'ai eue devant moi, je n'ai pas su comment l'aimer. » Hélène a senti une boule dans sa gorge. Elle lui a pris la main, si froide qu'elle semblait être de verre. « Je ne suis pas venue pour ça », a-t-elle dit. « Je suis venue pour que vous puissiez reposer en paix, et pour que je puisse le faire aussi. » Patricia a souri faiblement. « Alors, nous avons toutes les deux gagné. » Quelques heures plus tard, Patricia a fermé les yeux et ne les a plus jamais ouverts. Hélène est restée là, regardant le moniteur qui s'éteignait peu à peu. Elle n'a pas pleuré, elle a simplement posé sa tête sur la main de la femme et a murmuré « C'est fini ». Elle est sortie de l'hôpital au crépuscule. Le ciel se teignait d'orange et de violet. Elle a marché sans but, laissant le vent sécher les larmes qui n'étaient pas venues. Chaque pas était un adieu.
Le lendemain, elle a écrit la dernière page de son livre « Mon histoire a commencé le jour où j'ai décidé de ne plus me taire. Ce n'est ni la justice, ni la vengeance, ni la vérité qui m'a sauvé. C'est ma voix. Car une fois qu'on la retrouve, personne ne peut plus jamais vous enfermer. » L'envoyer à la maison d'édition, c'était comme fermer une porte sans regarder en arrière. Sophia l'a appelé le soir même. C'est puissant, Hélène. Les femmes vont se sentir accompagnées. Elle a répondu calmement, c'est tout ce que je voulais. Elle a regardé par la fenêtre. Les lumières de la ville semblaient respirer. Elle a pensé à Tyler, à Rachel, à Matthew, à Patricia. Tous étaient encore vivants dans sa mémoire, mais ils n'occupaient plus son présent. La vie, a-t-elle compris, ne consiste pas à effacer les ombres, mais à apprendre à marcher à leur côté sans perdre la lumière. Cette nuit-là, avant de dormir, elle a ouvert son carnet et a écrit une seule phrase, « Il n'y a pas de fins heureuses, seulement des débuts courageux. » Puis elle a fermé les yeux et le silence, celui qui faisait mal autrefois, l'a étreinte comme un vieil ami. Le livre a été publié un mois après la mort de Patricia. À la surprise d'Hélène, l'écho du silence est devenu un succès immédiat. Non pas pour la polémique, mais pour son honnêteté. Chaque chapitre était une cicatrice ouverte, racontée sans drame, avec la sérénité de celle qui a survécu et a appris à se raconter sans peur. Les messages ne cessaient d'arriver. Des femmes, des hommes, et même des adolescents écrivant de différents pays, la remerciant d'avoir mis des mots sur ce qu'ils ne savaient pas expliquer. Hélène lisait souvent quelques messages à voix haute, seule dans son petit appartement. Merci de m'avoir fait comprendre que je ne suis pas faible de parler. Ton histoire m'a donné le courage de partir. J'ai lu ton livre avec ma mère et nous avons pleuré ensemble. Chaque mot était la preuve que sa douleur n'avait pas été vaine. Sophia, son éditrice, l'a appelé pour lui dire qu'une fondation voulait l'inviter à donner des conférences sur la violence émotionnelle et la manipulation familiale. Hélène a hésité au début. Parler devant d'autres signifiait revivre des choses qu'elle croyait enterrées. Mais elle a accepté. La première rencontre a eu lieu dans une bibliothèque de quartier avec à peine 20 personnes. Elle portait une chemise blanche, les mains tremblantes et un sourire nerveux. Quand elle a commencé à parler, quelque chose en elle s'est mis en place. Ce n'était pas de la peur, c'était de la vulnérabilité transformée en force. Avec le temps, les conférences se sont multipliées. Elle a appris à raconter son histoire sans rester dans la douleur, en se concentrant sur ce qui venait après, se reconstruire, se pardonner, guérir. Un jour, une jeune fille s'est approchée à la fin d'une conférence et lui a dit « Ma mère était comme Patricia. J'étais comme toi. Merci de ne pas avoir abandonné. » Hélène lui a pris les mains et a répondu « Nous ne sommes plus comme personne. Nous sommes libres. » Tyler est réapparu des mois plus tard. Il lui a écrit un court email. « J'ai vu ton livre. Je ne me reconnais pas dedans, mais je suppose que c'est ainsi que tu m'as vu. J'espère que tu es heureuse. » Hélène l'a lu avec calme. Elle ne ressentait plus ni haine ni besoin de répondre. Elle a laissé le message dans ses brouillons, sans l'envoyer ni l'effacer. C'était l'endroit exact que Tyler occupait désormais. Un passé, archivé. Non oublié, mais sans pouvoir. Matthew, de son côté, a continué à lui écrire de temps en temps. Il lui a raconté qu'il avait déménagé dans une autre ville et qu'il repartait de zéro. « Ton histoire m'a changé », lui a-t-il avoué dans un message. « J'ai compris qu'être un témoin silencieux fait aussi de vous un complice. » Hélène a répondu, « Nous étions tous piégés. L'important est de ne pas y rester. » Un soir, elle a reçu une invitation pour une interview télévisée. Elle a hésité, mais a accepté. Le studio était rempli de lumière, de caméras, de public. Le présentateur lui a demandé ce qui l'avait motivé à exposer une histoire aussi douloureuse. Elle a souri, pensive. Parce que pendant des années, on m'a fait croire que le silence était une forme de respect. Et j'ai découvert que parfois, le silence ne protège que celui qui fait du mal. Le public a applaudi. À ce moment-là, Hélène a compris qu'elle ne parlait plus depuis sa blessure, mais depuis la sagesse. Son histoire ne lui appartenait plus seulement à elle, elle appartenait à toutes les voix qui avaient appris à briser des chaînes invisibles. Cette nuit-là, elle est rentrée chez elle, fatiguée mais en paix. Elle a allumé une bougie près de la fenêtre et s'est servi un verre de vin. Le vent faisait bouger les rideaux et le fleuve brillait sous la lune. Sur son bureau se trouvait le premier exemplaire imprimé de son livre, ouvert à la dernière page.
Elle s'est approchée et a écrit à la main une phrase finale, « Le silence m'a détruite une fois, mais il m'a aussi appris à m'écouter. » Et quand je l'ai finalement fait, j'ai découvert que ma voix était suffisante. Elle a fermé le livre, l'a placé sur l'étagère et a éteint la lumière. Dehors, la nuit était calme. À l'intérieur, enfin, elle l'était aussi.